Bonsoir mes amis. J'espère que vous allez super bien. Donc, je vous ai demandé de me demander des questions de façon agréante. Je ne sais pas si vous avez un équivalent en France. Et j'avais envisionné des questions comme j'aime pas mes voisins, qu'est-ce que je devrais faire? Mais en fait, j'ai reçu plein de questions qui étaient tellement profondes. Et j'ai répondu à toutes ces questions en anglais dans ma dernière vidéo. Et ça dure si beaucoup de temps. Ça a duré si beaucoup de temps de filmer et de trouver des pensées aux réponses. Et maintenant, je vais essayer de faire la même chose en français et ça serait super difficile. Parce que, évidemment, c'est pas ma langue maternelle. Et j'ai des difficultés de m'exprimer. Donc, je vais commencer en disant que si vous avez besoin d'aide pour la santé, la santé mentale, tous ces trucs, vous connaissez, s'il vous plaît, consulter des professionnels. Je suis juste une ASMR, créatrice de ASMR. Je ne suis pas un professionnel dans ces domaines dont je vais parler. Donc, je vais essayer et je sais que je vais recevoir plein d'opinions parce que mes spectateurs français adorent partager leurs opinions beaucoup plus que mes spectateurs anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le cas. Mais je l'aime, donc t'inquiète. La première question. Comment développer son esprit créatif? Le matériel acheté, mais les inspirations manquent. Et comment avoir confiance en soi? Je vais imaginer que la confiance en soi, il s'agit de l'esprit créatif. Donc, j'ai plein de notes, donc je vais regarder mon ordinateur, désolé. Donc, je vais commencer en disant que cela dépend de ce que tu veux créer, sur ton style personnel ou sur tes objectifs et ton projet. Et donc, la première étape, à mon avis, devrait être à te demander plein de questions, plein de questions. Quand je me trouve dans ces situations, je commence en demandant des questions. Donc, peut-être, la première question, c'est qu'est-ce que tu veux accomplir? Est-ce que tu veux peut-être maîtriser une technique? Peut-être tu veux créer quelque chose super joli, super aimable. Peut-être tu as envie d'exprimer quelque chose, exprimer une pensée ou exprimer un message. S'agit-il d'un projet long terme ou peut-être tu veux juste faire une petite expérimentation? Ou peut-être tu as envie de monétiser tes projets. Donc, pour moi, si je suis dans ces états d'esprit où je ne peux pas choisir, je ne peux pas décider ce que je veux faire, je crée une liste, toujours. Je suis ce type de personne qui crée toujours des listes. Donc la première étape, c'est de noter ces questions et vraiment essayer de les répondre, de répondre à les questions. Et en matière de confiance en soi, encore, si c'était moi, j'écrirais une liste. Pourquoi j'ai peur de commencer? Est-ce que je crains les opinions des autres? Est-ce que je crains un échec? Qu'est-ce que c'est un échec pour moi? À mon avis, est-ce que c'est un échec si
si mon art c'est pas joli? Est-ce que c'est un échec si je peux pas le monétiser? Est-ce que je crains le gaspillage des ressources, des matériels? Ou toutes ces questions pour vraiment trouver le truc exact qui te rend effrayé. Il faut qu'on se souvienne que la confiance vient avec la pratique, mais la pratique vient avec les échecs. Donc sans les échecs, on ne peut pas avoir la confiance en soi. Peut-être tu as fait ces listes et tu as toujours peur de commencer. Il faut juste commencer et vraiment être préparé pour les échecs, parce que les échecs forment la créativité. C'est ça exactement, on ne peut pas être créatif, c'est pas la création s'il n'y a pas des échecs. C'est le succès, c'est pas linéaire. Les succès viennent avec ces je sais pas ce mot, les hauts et les bas. Peut-être j'ai pas trop bien répondu à cette question, mais j'ai essayé. Deuxième question. J'ai envie de prolonger mon contrat de travail car j'aime mon boulot et le projet de l'entreprise, mais j'ai des patrons toxiques et sexistes. Un conseil pour faire la part des choses. J'espère que je l'ai traduit correctement. Donc, bien sûr, il peut être difficile de peser les aspects différents d'un travail. Et quand on a des patrons, des directeurs, directrices qui sont super méchants ou super toxiques, c'est difficile à les corriger, bien sûr. Donc la première question, c'est est-ce qu'il y a des ressources humaines? Je ne sais pas si c'est le mot correct, en fait je vais pas le rechercher. Et je vais dire le RH, et je crois que ça c'est ressources humaines. Ou peut-être tes patrons ont des patrons aussi avec lesquels tu peux parler pour corriger cette toxicité. Ou peut-être tu as des collègues qui ont aussi eu des expériences super toxiques avec ces patrons. Donc peut-être il y a des trucs pratiques que tu pourrais faire pour modifier les actions ou les compétences des patrons. Et il est aussi difficile de contester des supérieurs toujours. Mais malheureusement, quelquefois c'est pas possible. Les ressources humaines ne fonctionnent pas ou le patron toxique, il est le chef de l'entreprise ou c'est seulement toi qui a eu des problèmes et donc les gens n'entendent pas à tes concerns. Et peut-être tu te sens comme tu as complètement épuisé toutes ces options pour remédier, pour corriger, pour aider la situation. Et malheureusement, cette binaire que tu as proposée, là, j'aime mon boulot, j'aime le travail, j'aime pas mes patrons, ça ne marche pas parce qu'en fait, on se trouve dans une situation où on doit compter ces aspects comme un monde entier, le monde du travail. Et on ne peut pas les séparer, malheureusement. C'est pourquoi je considère des boulots, des emplois comme des relations romantiques. Et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de monde qui travaillerait si ce n'était pas pour l'argent, pour le salaire à la fin de chaque mois. Mais néanmoins,
le travail, ça fait une grande partie de nos vies. Et donc la question, ce n'est plus est-ce que j'aime mon boulot? T'as dit, tu aimes les tâches, tu aimes le projet. Donc la question, comme une relation romantique, si tu as un partenaire qui est quelquefois super, quelquefois pas trop super. Et la question, c'est est-ce que je suis prête à accepter de supporter cette toxicité parce que j'aime mon projet, parce que j'aime mes tâches jour à jour. Et c'est difficile comme ça, mais c'est seulement toi qui peux le décider. Et si cette relation toxique, c'est inévitable, c'est insupportable, est-ce que vous allez y mettre à fin ou vous allez continuer à la supporter. Peut-être tu pourrais trouver une autre relation ou un autre boulot et contrairement à une relation amoureuse, tu peux commencer à trouver des autres boulots, des autres emplois en même temps que tu es employé à ton entreprise. Donc il y a des options, mais malheureusement c'est seulement toi qui peux vraiment décider tes thresholds. Je sais pas le dire, je vais ajouter. Troisième question. Penses-tu que les shortbread sont la version anglaise du Kunyaman, je sais pas le prononcer. Et comme j'ai dit dans ma vidéo anglaise, ma vidéo anglaise, shortbread en fait c'est un biscuit écossais. Donc non, je pense pas que Kunyaman est l'équivalent de shortbread en France. Mais j'ai très envie de goûter Kunyaman. Si je suis en Bretagne, je vais l'essayer. Et merci pour la recommandation aussi. Ok, 4. Comment une personne peut-elle réussir sous forte pression et stress? Quels sont tes conseils? C'est une question que je me pose tous les jours, toujours. Et j'ai toujours su faire avec l'anxiété toute ma vie. J'ai eu de la bonne fortune, de la bonne chance de suivre une thérapie. Et c'était l'année dernière. Et cela m'a aidé si beaucoup de combattre le stress. Mais quelquefois, je retombe dans ce cercle vicieux de stress. Donc, je vais partager mes opinions qui ont suivi mes expériences personnelles. Mais bien évidemment, je ne suis pas professionnelle. Donc, si tu as besoin d'aide, d'une vraie aide, s'il te plaît, consulter un professionnel, comme j'ai dit. Donc, d'après mon expérience personnelle, j'ai trouvé que le stress est très peu lié au monde extérieur. Mais le stress est lié à notre façon de réagir. Okay? C'est la réaction au monde extérieur qui produit le stress. Donc, par exemple, on peut faire un petit exemple comme peut-être, j'ai écrit quelques exemples. Ok, tu peux imaginer que tu as été licencié au travail ou peut-être tu as été largué par ton partenaire romantique ou peut-être tu as reçu des mauvaises nouvelles, quelque chose comme ça. Et quoi qu'il en soit, cela t'a donné si beaucoup de stress.
et les semaines se transforment en mois et tu restes toujours stressé. Et quand tu réveilles, ta cœur se bat si fortement et peut-être t'as pas faim et peut-être t'as pas envie de parler avec des autres ou peut-être tu te sens comme t'es jugé par des autres ou peut-être tu te compares, tu fais des comparaisons entre toi et des autres et tu ne rencontres pas les succès que tu recherches. Et d'ici, en fait, tu deviens peut-être même déprimé, tu deviens hyper stressé. Et voici le truc important. Malgré toutes ces émotions désagréables, cette époque de ta vie super désagréable, super horrifique, tu as continué à respirer. Okay. Et t'as mangé, peut-être t'as mangé un repas formidable, super délicieux. Ou peut-être t'as parlé avec un ami juste pour 1 minute. Peut-être une soirée, un ami t'a fait sourire. Peut-être t'as regardé un film qui t'a fait rire. Ou peut-être t'as eu juste une nuit sur 40 de sommeil formidable. Et peut-être un matin, t'as chanté ta chanson préférée et t'as souri pour quelques instants. Donc qu'est-ce que cela nous apprend? Que même si c'était pour un instant, pour un petit seconde, le stress était disparu. On avait cette seconde ou 1 heure peut-être, ou 1 minute de joie. Et le stress était complètement absent de ton cerveau. La réalité n'avait pas disparu. On était toujours largué, on était toujours sans emploi. Mais le stress s'était évanoui pour un instant. Et donc en fait, même sans le savoir, t'as trouvé un instant, un moment où tu étais présente. Et quand on parle de la pleine conscience, on pense bien souvent au moi, à la spiritualité, mais en fait c'est pas quelque chose de super spirituel, c'est un état d'être. Tu étais dans ces moments présents avec ta chanson préférée ou avec un film que tu as aimé ou avec cette blague que ton ami où le stress était évanoui. Et quand on est présente avec quelque chose, on limite cette réactivité, cette stress qui est le produit du monde extérieur, du monde qui nous entoure. Et on est présente avec un objet, une personne, une émotion. Et c'est pas si facile. Et être présent, c'est quelque chose de super difficile pour moi, pour tout le monde. Je me demande si j'avais fait ce truc dans le passé, est-ce que je pourrais être blablabla, ou je crains l'avenir et je pense à toutes ces possibilités, tous ces résultats potentiels de mes actions du présent. Mais c'est improductif, tellement improductif. Et c'est pour ça, c'est pour mes expériences de stress que je continue à essayer de vivre dans le moment présent. Et je me demande si le problème, est-ce que c'est imminent ou c'est lointain? Est-ce que je peux vraiment, réellement faire quelque chose pour résoudre le problème ou non? Est-ce que c'est imminent ou c'est lointain? Et si c'est imminent, qu'est-ce que je peux faire dans ce moment? Et je vais focaliser, je vais
vais m'atteler à chaque tâche en pleine conscience, si je peux. Et si je trouve en fait que le stress est montant et j'ai vraiment des difficultés à être présent parce que je crains le futur. Je crains des choses que je peux pas éviter, que je peux pas corriger, je peux pas changer. Et dans ces cas, j'ajoute le stress à ma liste de choses à faire. Donc je me réserve un moment dans la soirée ou le matin. Normalement, c'est quand je suis sous la douche. Et je me dis, ok, entre 7h et 9h du soir, je vais créer, je vais paniquer, je vais stresser. Et puis, je passe à la tâche suivante. Et dans cette façon, je suis présente même quand je stresse. Et cela m'a aidé si beaucoup. Je sais pas si ça a du sens, mais j'ai essayé, ce sont mes expériences. J'espère que cela vous aide ou à trouver des petits gouttelettes de sagesse. Numéro 5. Mon amie a commencé sa première année d'école de journalisme en septembre et elle est très angoissée à l'idée d'étudier dans un domaine où l'intelligence artificielle pourrait faire mieux d'ici 10 ans. Elle se demande si cela en vaut vraiment la peine. Quels conseils lui donneriez-vous? Pensez-vous que l'IA remplacera rapidement les humains en musique, en littérature ou dans d'autres domaines? C'est une question difficile et aussi j'ai plein d'inquiétudes. En ce qui concerne l'IA, c'est pas forcément quelque chose de positif, mais je vais dire que ton ami ne sera pas la seule victime. Ok, l'IA est quelque chose qui se retrouve dans tous ces domaines de travail, d'une technologie qui remplace les musiciens, les journalistes, les avocats, les scientifiques, tout le monde, vraiment tout le monde. Je me demande aussi si mon emploi sera là dans 10 ans, mais ce sont tous les hypothèses. Ok, c'est pas possible de hypothéser l'avenir, le futur. Et on peut pas le prévoir, c'est ça que je veux dire. Et il y a si beaucoup de choses qui pourraient passer avant cette situation. Donc peut-être ton ami pourrait se rendre compte qu'elle déteste le journalisme. Et en fait, elle pourrait choisir qu'elle va quitter l'université pour étudier la musique. Ou peut-être elle va penser que le journalisme ça va, mais j'ai trop envie de devenir un clown. Ou peut-être elle va échouer ses examens. J'espère que c'est pas le cas, mais ça pourrait être le cas. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes, des stress et des obstacles qui sont entre cette époque dans sa vie et cette possibilité d'être remplacée par IA. L'IA menace tous les métiers. Mais dans le cas de ton amie, c'est un métier qu'elle n'a pas encore choisi. Et à mon avis, l'école de journalisme, c'est une excellente idée. Une idée excellente parce qu'il y a si beaucoup de compétences, si beaucoup de talents qu'elle pourrait apprendre. Et si elle continue avec l'école de journalisme, elle va atteindre cet diplôme qui est, oui, c'est un diplôme de journalisme, mais en fait, c'est un diplôme qui dit j'ai des aptitudes
dans la pensée critique. Je sais pas si on le dit comme ça en français. Où j'ai des compétences à écrire, j'ai des grandes compétences à communiquer. Et oui, journalisme, c'est le titre, mais en fait, c'est les compétences transférables qui sont importantes pour l'avenir. Et moi, je travaille avec beaucoup de gens qui ont des diplômes différents, des études différentes. Moi, bien sûr, j'ai étudié l'histoire et le français, mais je travaille avec les gens qui ont étudié la loi ou qui ont étudié les mathématiques, qui ont étudié les sciences. Donc vraiment, c'est pas le titre qui est important, c'est les compétences qui sont importantes. Et si l'IA remplacer la plupart des emplois ou remplacer si beaucoup de travail, des travaux, des emplois, des boulots, il y aura si beaucoup de pression sur nos gouvernements à cause de chômage, et l'état de l'économie serait terrible. Et en fait, on habite en France, en Angleterre, aux États-Unis, on habite dans ce monde de capitalisme. Malheureusement, c'est le monde que nos ancêtres ont créé. Et s'il y a des grandes entreprises de technologie, ceux qui ont créé l'IA, on a aussi besoin d'un marché. Je ne sais pas si on dit marché en français. Je veux dire qu'il n'y a pas des acheteurs. Il n'y a pas une demande pour leurs services. La technologie, dans ce cas, devient très obsolète. Obsolète, c'est le mot que j'utilise. Je ne sais pas si c'est un mot. Et il y aurait ces grandes populations qui se soulèveraient contre les systèmes de la technologie. Je sais que c'est un peu marxiste, mais ça a du sens à mon avis, c'est cette piste de pensée. Et franchement, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de personne que l'IA remplace tous les emplois. Ça fonctionne pas pour personne, pas pour les entreprises, pas pour les personnes du monde, pas pour les populations, pas pour les gouvernements. Ça va pas marcher. On ne peut pas être remplacé par IA comme les humains êtres. Okay? Et on survit comme une espèce pour être les humains êtres. C'est notre raison d'être comme une espèce, c'est d'être humain. Et être humain, on ne peut pas remplacer cette raison d'être avec la technologie. Il y a si beaucoup de gens déjà qui détestent l'IA quand on le voit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément le cas que la qualité des vidéos IA ou des publications IA sont intrinsèquement terribles, mais c'est que on n'aime pas le fait que c'est pas créé par main. On n'aime pas le fait que les mains humaines n'ont pas touché ces œuvres. Et il y a une humanité qu'on cherche comme une espèce. On adore être embrassé, ou on adore parler avec nos familles, ou on adore vraiment communiquer, lire des œuvres des autres personnes, de vraiment voir les peintures des artistes qui ont eu des vies super intéressantes. Et l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer tous ces aspects de la vie humaine. Ça veut dire que l'intelligence artificielle travaille contre nos instincts humains. Et je suis profondément de l'opinion que les humains êtres vont continuer à être les humains êtres comme ils l'ont toujours été, comme ils ont toujours été. Dans la Renaissance, dans l'époque des Lumières, je ne sais pas ce qu'on l'appelle, dans la Révolution,
industrielle ou dans la création de l'Internet. Mais maintenant, on fait face à l'IA. Et c'est pour ça que c'est effrayant. C'est parce que c'est notre époque, c'est notre vie. Peut-être c'est utile, peut-être non. Ok, question 6. Il y a un garçon dans mon lycée qui me plaît beaucoup, mais je ne sais pas son nom, son âge ou même sa classe. Je pense qu'il est plus vieux que moi. J'aimerais bien l'aborder, mais je ne sais pas comment faire. Je le croise très souvent et on se regarde, mais je ne veux pas me faire de fausses idées. Est-ce que tu aurais un conseil? Oui, et je suis super. Toute ma vie, je suis tombée amoureuse avec si beaucoup de personnes, vraiment. J'ai toujours ces idées super romantiques et je comprends fortement. C'est si facile à idéaliser les étrangers ou les gens qui connaissent. Peut-être tu imagines des scénarios, peut-être tu as imaginé ton jour de mariage, ou tu as imaginé les visages de tes enfants, ou peut-être tu as envisionné le jour où tu parles avec lui pour la première fois. Ou peut-être tu interprètes des signes qui sont pas là. Par exemple, il mange des frites et tu as mangé les frites hier. Donc sans doute il est ton âme sœur, âme frère, je sais pas. Et en fait, tu restes loin de ce garçon. Et on se coupe de la réalité. Nos cerveaux, les cerveaux des humains êtres, sont super puissants et ils ont toujours envie de combler les lacunes. Je sais pas si c'est la phrase correcte. Et on veut résoudre des problèmes. Et nos cerveaux essayent de rechiffrer ces indices pour résoudre des questions dans nos cerveaux. Mais quand on a un étranger comme ce garçon ici, il y a trop de questions. Donc, en fait, c'est un mensonge. Ces indices ne révèlent pas l'histoire entière, en fait. Et il faut que tu te rappelles qu'il est humain. Et peut-être il a l'air super gentil, mais en réalité, il est méchant et il fait des blagues sur des autres. Ou peut-être tu as l'impression qu'il aime la même musique que toi à cause d'un t-shirt avec une groupe. Mais en fait, il ne sait pas qui est cette groupe. Et il a volé le t-shirt de sa sœur. Et il pourrait être n'importe qui. Et parce qu'on se raconte ces histoires ou ces indices, en réalité, quand on vient de parler avec la personne, on est déçu. Parce qu'on a inventé une version de cette personne qui n'existe pas. Et plutôt que t'aider à vraiment connaître cette personne, t'as produit un ami imaginaire. Il n'existe pas, ce garçon dans ta tête. Le garçon existe, mais la version que tu as créée, il n'existe pas. Et donc, il faut que tu parles avec ce garçon, ou tu as des interactions avec ce garçon. Il est si facile de se sentir désavantagé quand on idéalise les autres. Si tu as vraiment essayé à te convaincre qu'il ne mérite pas cette admiration, faut plutôt que tu t'idéalises plus pour vraiment peser. Il est mieux que moi, mais en fait je suis t'as compris, j'ai fait mieux pour m'exprimer dans ma vidéo anglaise, désolée. Donc j'espère que ça a du sens un peu, mais en fait l'amour ou ces petits trucs romantiques
authentiques sont sont des joies de la vie, et donc faut pas le laisser devenir un objet de stress. Numéro 7. Avez-vous des conseils sur l'expression de soi, l'adaptation aux espaces sociaux, la redécouverte du sens de soi et l'authenticité? Oui, j'ai des fortes opinions. Parce que je crois que l'authenticité, c'est un mensonge qu'on se raconte. Et ensuite, des tendances de la mode, de la musique, des façons d'agir. Mais en fait, tout ce qu'on fait dans la vie est authentique. Parce que c'est pas possible d'être quelqu'un d'autre. Je pense qu'on est authentique quand on se déguise pour Halloween. Je pense qu'on est authentique quand on fait de la karaoké. Je pense qu'on est authentique quand on fait une sieste. Je pense qu'on est authentique quand on se sent malade. Je pense qu'on est authentique quand on dort. Je pense qu'on est authentique quand on agit comme quelqu'un d'autre. On a cette impression comme une société que être authentique est synonyme d'être super honnête ou d'agir comme on veut, quand on veut. Mais ça, c'est pas l'authenticité, c'est une manque des compétences sociaux, à mon avis. Peut-être tu parles avec un ami et ton ami est super ennuyeux, t'as pas envie d'entendre ses paroles. Mais tu choisis d'entendre au mot de ton ami. Et ça, c'est pas parce que t'es pas authentique, c'est parce que tu agis de façon gentille. Et ta gentillesse est authentique. Et on a ces images de notre avenir, de notre personnalité. Mais l'authenticité, c'est pas une question juste de l'extérieur ou de la personnalité. C'est aussi qu'on le ressent comme comment on perçoit le monde qui nous entoure et comment on réagit aussi. Il s'agit aussi des sensations de froid dans l'hiver ou des allergies aux noisettes. Ce sont des trucs qui forment la vie. Et la vie est authentique. Et dernière question, j'ai eu des grandes difficultés, super difficultés dans cette vidéo. Donc, question finale. Je t'écris pour la vidéo conseil et je souhaite avoir ton avis. J'ai pas mal de problèmes et j'aimerais avoir des conseils de la part d'une personne neutre. Ça fait quelques années que je suis très mal et malheureusement avec les années ça empire. J'ai de plus en plus de problèmes et j'ai l'impression de devenir folle. J'ai vu deux psychologues, je pense que ça veut dire. Pourtant, je ne vais toujours pas mieux et je suis sur antidépresseur pour la deuxième fois, sertraline. Pourtant, on m'a pas diagnostiqué. J'essaie d'aller mieux, mais c'est compliqué. Est-ce que tu aurais des conseils pour moins se sentir déprimée au quotidien? C'est une question super difficile et je suis ici désolée d'apprendre cela. Et c'est quelque chose avec laquelle j'ai souffert dans ma vie aussi. Et la première chose, bien sûr, c'est qu'il est toujours important de consulter un professionnel, un psychologue, un thérapeute ou des professionnels de la santé mentale. Et malheureusement, les médecins et les psychologues, les thérapeutes, est-ce que c'est thérapeutes peut-être, sont des humains êtres. Et cela signifie qu'on devrait quelquefois
essayer plusieurs médecins, plusieurs thérapeutes, plusieurs psychologues afin de trouver une personne qui te convient vraiment, quelqu'un qui peut te comprendre et qui peut t'aider exactement avec tes difficultés. Son façon d'explorer mon cerveau, son façon de parler, son façon d'avoir des conversations, des discours. Ça ne fonctionnait pas pour moi du tout et en fait je me suis dit ok, la thérapie ça ne marche pas. Mais puis j'ai réessayé l'année dernière et j'ai trouvé une thérapeute et elle était si puissante, son façon de travailler, ça marchait super bien pour moi et j'ai eu des grands succès. Mais c'est une question de la compatibilité avec ces professionnels, malheureusement. Et peut-être tu pourrais essayer de changer ton psychologue. Je sais pas où tu habites et donc je peux pas donner trop de conseils pratiques. Et en fait c'est la même chose avec des médicaments. J'ai entendu les histoires des amis ou de personnes que je connais où ils ont vraiment dû essayer beaucoup de médicaments avant de se sentir mieux. Et je comprends bien que quelquefois c'est facile à se sentir incurable ou de sentir comme tu es la seule personne face à cette situation. Mais je vous assure que il n'y a personne qui est trop désespéré pour obtenir l'aide. Donc quand je me sens déprimée dans la vie où j'ai eu des périodes de dépression, une chose super puissante pour moi c'était la musique. Et je sais que c'est simple comme une réponse. Okay. Écouter la musique, c'est pas quelque chose trop incroyable comme une réponse. Mais quand je me réveille dans le matin, c'est la première chose que je fais. J'écoute la musique. Et si j'ai besoin de pleurer, j'écoute aux chansons tristes. Si j'ai besoin de sourire, j'écoute à la musique nostalgique. Et pour moi, la musique a vraiment une puissance. Et cette capacité de changer mon état d'esprit. Peut-être c'est pas le cas pour toi, ou peut-être te dire bon, voilà, c'est évident, mais pour moi c'est la idée. Et encore deuxième point, on sait que les réseaux sociaux sont terribles. Instagram, YouTube, quoi qu'il en soit, sont terribles pour la santé mentale. Quand on regarde les réseaux sociaux, on se ressent des millions d'émotions. Dans l'espace de 2 minutes, je suis triste quand je regarde ces vidéos de guerre. Je suis heureuse quand je regarde ces vidéos des chiens qui chantent. T'as compris, il y a si beaucoup d'émotions et nos cerveaux sont complètement surstimulés. C'est pas trop facile d'éviter complètement les réseaux sociaux. Donc pour moi, je choisis plutôt des apps comme Pinterest qui ne me fatiguent pas de façon émotionnelle. Donc je sélectionne Pinterest sur mon portable et je cherche les recettes pour un gâteau. Et pour 1 heure ou si c'est la nuit, je peux pas dormir.
Je cherche une recette pour un gâteau. Et oui, c'est vrai que je suis sur un réseau social et j'ai cette action de scroller, je sais pas. Mais les émotions dans mon cerveau ne changent pas et donc je n'expérience pas cette fatigue émotionnelle. Et pour moi, cela m'a aidé beaucoup avec la dépression parce que quelquefois j'ai pas envie de faire quelque chose de créatif ou j'ai pas la capacité de lire un livre. Et en fait, quelquefois, si j'ai pas envie de lire un livre, par exemple, je choisis de lire des livres des enfants ou je choisis de regarder les dessins animés de mon enfance parce que cela m'apporte cette simplicité et c'est super rafraîchissant pour mon cerveau d'être dans ce niveau d'enfance quand je regarde quelque chose ou quand je consomme un livre ou même la musique. Et finalement, selon mes expériences, j'ai trouvé que les tendances dépressives sont en fait des habitudes. Par exemple, en hiver, chaque hiver, j'aime pas quitter la maison. Et c'est parce que je suis tellement à l'aise dans mon lit et mes couvertures sont super douillées et j'ai pas envie de quitter la maison et je romanticise cette vie super à l'aise. Et puis ça fait 2 semaines et j'ai toujours pas quitté la maison. Et puis je commence à sentir un peu déprimée. Et en fait, quand je regarde cette façon d'exister, cette façon d'être toujours dans la maison, je trouve que j'ai agi dans la façon de quelqu'un qui est déprimé. J'agis comme moi quand je suis déprimée. Et donc, même si c'était pas la tristesse qui a fondé ces habitudes, les habitudes ont suivi par la tristesse. Et c'est un peu comme un conditionnement. Un conditionnement du cerveau. Quand j'agis de façon déprimée, je deviens déprimée. Et quand je viens de sortir, de quitter la maison, c'est une tâche immense. Et c'est parce que c'est pas quelque chose qui fait partie de ma routine quotidienne. C'était le cas en été, mais maintenant il est hiver et c'est pas dans ma routine quotidienne quand on laissait tomber ces petits trucs comme cuisiner, comme marcher, comme bouger. C'est difficile de les ramasser encore. Donc si on a cette émotion, qu'est-ce que c'est le mot que je cherche? Et là, c'est le mot que je vais utiliser. De faire des choses d'exercice, de faire des exercices, de cuisiner, de ranger, de créer des choses avec mes mains. J'essaie très fortement de ne laisser pas tomber ces habitudes. Il faut qu'on se souvienne que la dépression, c'est une maladie. C'est une maladie mentale, mais c'est une maladie néanmoins. Et si tu avais une jambe cassée, tu n'insisterais pas à marcher. Donc c'est la même chose avec une maladie mentale, avec la dépression. On doit plutôt adapter la façon de vivre. Parce que quelquefois c'est un obstacle inébranlable et on peut pas le changer dans le moment, mais on peut peut-être trouver les façons autour de la maladie pour améliorer
la mode de vie, le mode de vie. J'espère que j'ai partagé des astuces, des informations, des conseils utiles, mais bien sûr, je suis désolée que je ne peux pas m'exprimer pleinement dans cette